Merci d'être au rendez-vous de ces actualités chaudes sur WAB Info Télévision. C'est un rendez-vous hebdomadaire entre vous et la rédaction de WAB Info pour scruter les faits marquants de la semaine. Aujourd'hui, donc, nous allons respecter la règle en prenant tout simplement des points justement qui continuent à faire bouger justement la toile en République démocratique du Congo. On en parle assez, mesdames et messieurs. Les cessez-les-faits, comme vous le savez, il n'est toujours pas respecté sur les terrains entre les FARDC avec leurs alliés, les M20, non, comment, les Ouazalendo et les forces burundaises. De l'autre côté, on a les M23. Ils sont aussi en train d'être appuyés par les Twirwanéo, cette branche très active dans les Fizi, Minembwe, partout là-bas. Donc, on va revenir sur ces cessez-les-faits. Est-ce que c'était prévisible que ces cessez-les-faits ne soient pas respectés par rapport au- à l'engagement aussi de l'Angola? Voilà, on va donc aborder ces points sans pour autant justement oublier la Constitution qui fait une fois de plus ça sujet qui fait débat, voilà, ça et là, dans les sièges politiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ça la priorité aujourd'hui, cette constitution? Pourquoi on doit insister pour la changer? Alors, on va donc aborder toutes ces questions, mesdames et messieurs, dans cet instant consacré aux actualités chaudes. Comme vous le savez, c'est un échange avec la rédaction des Web Info. Vous nous suivez en direct. Écrivez-nous, commentez justement ces actualités, donnez aussi votre point de vue, réagissez aux analyses qui seront abordées, qui seront faites dans cette émission, tout en restant, s'il vous plaît, tout en restant aussi beaucoup plus dans les sujets. Il ne faut pas venir encore avec des injures, argumenter, c'est le plus important. Parce que quand vous allez ingérer, moi je ne vais même pas lire vos messages, ça c'est déjà très sûr. Donc, si vous vous lancez dans des injures, ça va rester comme ça. Et personne ne va s'intéresser à vos injures. Donc, il faut juste poser des questions. Si vous voulez qu'on puisse éclairer votre lanterne, poser des questions. Si vous voulez aussi émettre votre point de vue, en tout cas, il n'y a pas de problème. Mais les injures, s'il vous plaît, je dis bien les injures, ne sont pas les bienvenus. Gaëtan Kombi, nous sommes avec lui. Bonjour. Bonjour Jenny, bonjour à tous les abonnés de Web Info Télévision. C'est en forme. Très très en forme. Alors, la fois passée, j'ai vu des messages après les actus chaudes qu'on a réalisés. C'était aussi en direct, hein, beaucoup de commentaires. Alors, il y a une opinion qui a compris quand même la logique développée ici. Comme toujours, on ne peut pas mettre tout le monde d'accord, hein, c'est ça. Mais vous, quelle lecture vous faites de cet écho-là, avec ce qu'on avait abordé ici, la réaction des abonnés, même dans l'opinion en République démocratique du Congo, là où on est beaucoup plus suivi, ce qui est abordé de ces côtés-là, pour vous, c'est quoi l'écho? Vous savez, la raison, c'est aussi comme le soleil. Tôt ou tard, elle finit toujours par triompher. Et on a vu que, vous savez, dans le feu de l'action, comme on est dit, lorsqu'on est en train de dire des choses, peut-être qu'il y en a qui sont, comment dirais-je, touchés par la situation qui s'est vit à l'est de la République démocratique du Congo. Je comprends bien ces Congolais-là qui sont caractérisés par un tel chauvinisme, un tel nationalisme, qui ne comprennent pas réellement ce qui se passe ou qui se sentent choqués par ce qui se passe à Avec ça, on l'est de peut la parler République du démocratique. nationalisme réel. Non, mais Est-ce que c'est le nationalisme ou le moi, patriotisme voilà pourquoi j'ai aveuglé? utilisé le terme chauvinisme. Ah, ok. Pourquoi? Parce que je peux comprendre. Parce que, vous savez, la RDC a toujours été caractérisée par ces sens-là. Les Congolais ont toujours été caractérisés par ces sens-là de, voilà, de nationalisme un peu poussé. Nous sommes trop attachés à notre pays au point que nous perdons la raison. Nous perdons de vue la rationalité et du coup, L'émotion nous prend, versons dans l'émotion. ouais, ouais, prend Et la c'est place là de que moi, la je raison. comprends la réaction des uns et des autres. Oui. Mais s'il faudrait que je revienne sur les échos que les actus chaudes de la semaine dernière, qui étaient d'ailleurs très suivis, on espère qu'aujourd'hui aussi, ça sera il Oui. sera de même. Je pense que j'ai compris ces jours-là que finalement, à force d'avoir raison,
à force de, après chaque analyse que nous faisons ici, à force d'avoir toujours raison un peu plus tard, les gens commencent de plus en plus à adhérer à ce que nous disons, à ce que nous portons comme idéologie, à ce que nous ventilons comment dirais-je, comme analyse, commence à nous rejoindre. Pourquoi? Parce que la réalité finit toujours par rattraper ce que nous, on a prévu. Rappelez-vous de la semaine dernière, je ne sais pas si on peut déjà entrer dans l'essence du sujet ou dans le... Bon, répondez, hein, répondez Voilà, tout simplement, il rappelez-vous n'y de a la pas de semaine problème. dernière, quand vous me posiez la question de savoir si le cessez-le-feu proposé par la République d'Angola sera respecté, je vous avais dit que c'était un coup d'épée d'Alon. Pourquoi? Parce que l'Angola, ce n'est pas Lorenzo qui viendra imposer ce que Donald Trump n'a pas réussi à imposer. Ce n'est Ouais. pas Lorenzo qui viendra imposer ce que l'émir du Qatar n'a pas réussi à imposer. Donc moi, je pense que, et comme je l'ai dit l'autre fois, c'était un coup d'épée dans l'eau. Et malheureusement, c'était une nouvelle preuve que finalement, il manque de bonne foi. Mhm. Parce que moi, je vous disais quelque chose d'assez important. On ne peut jamais arriver à un cessez-le-feu sans que les différentes parties au conflit ne soient caractérisées par une certaine bonne foi. Or, il n'y en a pas de part et d'autre, malheureusement. Voilà, malheureusement, mesdames et messieurs, c'est ça le constat. Les cessez-le-feu n'est pas respecté. Pourquoi? Parce qu'on signale des affrontements à Minembwe, Rutshuru, Walikale, même dans le territoire de Massissi. Alors souvent, les FARDC qui attaquent les positions de la FCM23 pour chercher à prendre les dessus sur ces derniers. Alors il y a toujours des conséquences, ça et là. D'autres mouvements qui sont aussi à l'origine aussi des attaques, des différentes attaques de la FCM23 sur les positions des FARDC. Et aujourd'hui, on est dans une guerre des communications, chacun qui communique de sa manière, et l'autre camp réagit. C'est ça un jeu de ping-pong sur les plans communicationnels, mais ce qu'on peut retenir en observant les faits, les cessez-le-feu n'est pas respecté. C'est ça malheureusement. Alors les cessez-le-feu qui n'est pas respecté, voilà, pour la énième fois, on ne respecte pas les cessez-le-feu. Finalement, on est dans quoi? Quand je dis on est dans quoi, c'est qu'à Doha, il y a eu des cessez-le-feu qui ont été décrétés, mais jamais respectés sur terrain. Washington, même chose, même aujourd'hui avec le processus de Luanda, toujours des cessez-le-feu et quelques puissances qui demandent à ce que les partis respectent les cessez-le-feu sans qu'il y ait des résultats aussi escomptés. Alors pour vous, qu'est-ce que ça représente? Et sans compter également le nombre de résolutions du Ça Conseil de aussi, sécurité des Nations Unies qui a souvent voilà. appelé, n'est-ce pas, à l'observation du cessez-le-feu entre les deux parties. Moi, je pense que, comme j'étais en train de le dire, il y a un peu de... il y a beaucoup de mauvaise foi dans cette histoire. Pourquoi? Parce que les deux parties principales au conflit, c'est-à-dire l'AFCM 23 et Kinshasa, peuvent faire semblant d'observer le conflit, mais dans l'entretemps, ils ont de groupes armés alliés. Et lorsque je parle de groupes armés alliés pour les forces armées de la RDC, je parle de toutes ces factions Ouazalendo qui sont Oui, un peu oui, éparpillées, oui. qui ne sont soumises à aucun contrôle alors, et que l'État lui-même ne s'est plus maintenant redressé. On a entendu dans le Walikale et même dans les sites Kivu qu'il y avait des factions qui étaient en train de se battre, hein, Justement. de se battre Même, pour le contrôle de même à certaines Butembo. localités, même à On doit le Butembo. dire, à Butembo, parce que la journée d'hier a été caractérisée aussi par une psychose. Juste à l'entrée de la ville, quelques factions de Ouazalendo se sont affrontées et ça a créé justement une psychose générale. Voilà, donc le FARDC peuvent faire semblant de respecter le cessez-le-feu, mais aussi longtemps que les facteurs X, les Ouazalendo, ces groupes armés qui ne sont soumis à aucun régime, qui ne sont pas redressables à l'heure actuelle, ça sera Oui. très difficile que le cessez-le-feu soit effectif. Et de l'autre côté, les M23 peuvent bien vouloir respecter le cessez-le-feu, mais il y en a de leurs alliés, en l'occurrence les Turanéos, dont les combats est plutôt tourné vers, comment dirais-je, la protection des minorités. C'est Justement. différent. C'est différent parce que là, il suffit qu'il y ait, n'est-ce pas, une menace contre cette minorité-là pour que, n'est-ce pas, cette faction-là, ces groupes armés alliés au M23 puissent également réagir. Donc, cela fait à ce qu'aujourd'hui, on soit dans une sorte d'engrenage où il est très difficile de décréter les cessez-le-feu d'une simple déclaration ou d'une simple menace, puisque Donald Trump a demandé au parti d'observer le cessez-le-feu. On ne sait pas, il le demandait à quel parti, Voilà. est-ce au Rwanda, est-ce à la RDC?
Est-ce Sur qu'à le- l'AFC ouais, M23, justement. qui s'est dit toujours n'être pas lié par les accords de Permettez, au Washington, niveau est-ce international, est-ce que ne voyez-vous pas aujourd'hui cette tendance de vouloir mettre l'AFC M23 et les Rwandais dans un seul sac? Et pourtant, les deux parties, c'est-à-dire le Rwanda et l'AFC M23, chacun ni l'autre, ni être le soutien de l'autre. L'AFC M23 ni être les pantins du Rwanda, le Rwanda ni être, n'est-ce pas, le soutien de l'AFC M23. Donc, c'est compliqué à l'heure actuelle de classer. Voilà pourquoi j'anticipais même l'échec des accords de Washington, notamment sur le point du cessez-le-feu. Oui. Oui, on peut dire que la pression américaine a fait que l'AFC M23 puisse retirer de Uvira, ça c'est un fait. Mais après, l'AFC M23 s'est toujours dit n'être pas concerné par les accords de Washington, Oui. de quels accords l'AFC M23 n'était pas signataire. Donc, on ne sait pas. Là, déjà, ces accords-là contenaient eux-mêmes voilà, Pour le gouvernement les congolais, causes de leurs propres pour le échecs. gouvernement congolais, c'est une façon de dédouaner le Rwanda. Dire que voilà, c'est une affaire entre Congolais, le Rwanda n'y est pour rien. C'est que le gouvernement congolais pense de cette position de l'AFC M23. Non, mais c'est ça, la mauvaise foi dont j'étais en train de parler de part et d'autre. Je ne dis pas que la mauvaise foi n'est observable qu'à Kinshasa. Attention, j'ai dit que la mauvaise foi est observée de part et d'autre. Oui. Et donc, pour qu'on en arrive à un cessez-le-feu effectif, moi je pense qu'il faut d'abord neutraliser ou rendre inopérationnels sur le terrain ces groupes armés alliés. Au M23, les Turanéo, aux forces armées de la RDC, les différentes factions Wazalendo. Et à partir de là, moi, je pense qu'il peut y avoir un espoir de cesser le feu. Pourquoi? Parce qu'on aura en face de nous deux parties qui sont liées, disons des parties qui sont liées directement au conflit, c'est-à-dire l'AFC M23. Mais là, ça sera difficile. Ça sera difficile avec les forces armées de la RDC. position des Wazalendo aujourd'hui et qui insistent et disent ils ne sont même pas pour ces dialogues, les Wazalendo. Ils veulent tout simplement en finir avec l'AFC M23 sur le front militaire. Ça, la position des Wazalendo. Voilà le facteur X dont j'étais en train de parler. Oui. C'est ce qui rend impossible, alors impossible, l'effectivité du cessez-le-feu. Parce que d'une part, vous avez des groupuscules armés qui ne sont pas contrôlés et qui ne sont soumises à aucune règle, à aucune réglementation nationale ou internationale. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en direct sur WAB Info. Écrivez-nous. Je vois déjà plusieurs messages, comme Pascal, les messages de Pascal Lochito. Bonsoir depuis la province d'Issankuru à Lodja. Voilà, vous êtes nombreux en train de nous suivre sur tous ces côtés-là. Alors, qui nous dit ici bonjour, papa Chambouyi. Voilà, qui nous salue. Salut à vous, cher Chambouyi. Alors, on est en direct avec Gaëtan Kombi, mesdames et messieurs. Nous analysons des faits qui ont retenu l'attention de votre rédaction. Les cessez-le-feu, oui, il n'est pas respecté, ça quand même, il faut le dire. Qui pour respecter, ça aussi, qui pour faire les premiers gestes, afin de favoriser l'autre pour qu'il respecte les cessez-le-feu. Autant de questions qu'on peut se poser, mais les choses tournent toujours, on est plutôt en train de tourner à rond. Alors Gaëtan Kombi, dans l'ensemble, dans les jours à venir, voilà, on est à Doha. On est au même moment où on assiste à une violation du cessez-le-feu. Qu'est-ce qui peut arriver? Pourquoi je pose cette question? Ce qui peut arriver, c'est là qu'on a différentes initiatives. L'AFC M23, contraint de quitter Uvira, est-ce qu'on peut penser à une réactivation du front militaire côté FARDC avec tout ce que nous sommes en train de voir, le gouvernement noué, où ils ont conclu des accords, des protocoles d'accord avec les camps récents et avec les États-Unis? Qu'est-ce que ça peut changer directement dans un à court terme? Voilà ce que ça peut changer. Est-ce qu'on peut assister encore à une intensification des combats sur les lignes de front ou qu'en fait les FARDC plein de grandes agglomérations, ce qui n'a jamais été fait? C'est juste la diplomatie qui nous a permis aussi de récupérer Uvira. On sait très bien, d'ailleurs l'AFC M23 est en train de le décrier au jour le jour, que le manœuvre du président Félix Tshisekedi de la RDC d'essayer un peu de disperser le cadre des négociations, c'est une manière pour lui de gagner du temps et dans l'entretemps de surarmer les forces armées de la RDC en prélude d'autres attaques
C'est ça la crainte de Une la bonne FC stratégie 23. pour les FARDC. Mais tactiquement, c'est une bonne stratégie. Si je me mets à la place de quelqu'un qui prépare la guerre, tactiquement, c'est une bonne stratégie. Encore que moi, je ne voudrais pas que l'on en arrive à un niveau où il y a encore un embrasement du conflit. Donc, j'aimerais que l'on puisse trouver une solution diplomatique. C'est mon postulat à moi. Mais après, faut-il craindre le pire? Moi, je pense que si on reste dans un tel statu quo et que finalement, il n'y a pas de solution diplomatique à ces conflits, finalement, on en arrivera là. Parce que par le passé, on a déjà connu des forces d'interposition pour observer le cessez-le-feu. Après, ça a échoué. Il y a eu telle ou telle autre stratégie utilisée, n'est-ce pas, pour faire respecter le cessez-le-feu. Ça n'a jamais été pratiqué. Et après, du fait, n'est-ce pas, de n'avoir pas trouvé une solution diplomatique, après, il y a toujours un embrasement, il y a une escalade de conflits. Donc, moi, je n'aimerais pas qu'on en arrive là. Moi, j'espère que finalement, à travers toutes les initiatives diplomatiques qui sont en cours, Doha, Washington s'est déjà aussi. passé. Ouais, mais là nous sommes dans la phase des opérations. C'est ça. Qu'est-ce qui se fait sur terre? Voilà pourquoi j'ai dit, peut-être à Washington, là aussi, on n'a pas fini les processus comme tels, parce qu'avec tous les mécanismes qu'on a mis en place, c'est pour rendre rapport à la médiation américaine. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec tout ça? Très compliqué d'établir, très compliqué. D'ailleurs, on les disait lors de des précédentes actualités. C'est aujourd'hui difficile de savoir ce que la RDC a gagné dans ces accords-là. Mais il paraît que les États-Unis ont gagné quelque chose parce qu'ils seraient déjà en train d'exploiter certains sites miniers. Rome est là, Eric Prince, c'est mercenaire. En effet. Avec son groupe, il est là. C'est compliqué aujourd'hui. Donc, moi, j'espère que finalement, Doha, il y a d'autres initiatives. Luanda, il y a des initiatives à Lomé, il y en a un peu partout. J'espère que finalement, à travers ces initiatives-là, on parviendra à trouver une solution diplomatique à cette question liée à l'insécurité. Mais après, si on n'y arrive pas, je vous assure qu'une escalade n'est pas à exclure. Une escalade n'est pas à exclure. Et comme nous sommes en pleine escalade, mesdames et messieurs, donc tout ce qui s'est fait ça et là, ne rassure toujours pas pour mettre fin à cette escalade. Alors Gaëtan Kombi, oui, la République démocratique du Congo, comme vous le savez, la date du 18 février, elle reste aussi une date très symbolique pour un pays qui se voit être dans la démocratie totale, où on respecte les libertés des uns et des autres. Avec cette constitution du 18 février 2006, voilà, aujourd'hui, elle totalise 20 ans directement. 20 ans de cette constitution en République démocratique du Congo. Eh bien, c'est quoi votre lecture par rapport à cette maturité? Parce qu'on sait tous, un enfant de 20 ans, il connaît déjà beaucoup de choses. Alors, la République démocratique du Congo, au lieu de préserver tous les acquis de cette constitution, on est entré, surtout avec le régime actuel, nous voyons les dignitaires de ces régimes, les chantres de ces régimes, venir et dire non, voilà la constitution, il y a beaucoup de vides, et nous, on peut les couvrir. Au-delà de tous ces vides qu'on peut voir, il y a des articles qui fâchent, qui ne permettent pas au pays de bien avancer. Alors, il faut quand même mettre de côté tous ces articles. La constitution de la République démocratique du Congo en soi, voilà. Comment vous la jugez 20 ans après? Moi, je la juge je trouve surtout que c'est 20 ans d'inapplication, pas d'inapplicabilité. Puisque on les dit tout le temps. D'ailleurs, plusieurs constitutionnalistes les disent. La RDC s'est dotée de la meilleure constitution peut-être d'Afrique. La constitution qui collait pratiquement à l'état où le pays s'est trouvé et à la perspective qui s'était fixé le pays. Voilà. Donc, moi, là, je pense... là, c'est à l'époque. Oui, je suis en train d'essayer un peu de... Parce que là, vous dites que c'est avec le contexte, peut-être à l'époque... Qui collait avec les contextes et avec les perspectives du pays. Avec les perspectives du pays, les perspectives de développement. Je m'en vais maintenant expliquer le 20 ans d'inapplication. Dites-moi une seule fois, Jenny Toile, certes, c'est vous qui posez de questions, mais quand même, vous êtes également politologue. Dites-moi une seule fois où cette constitution a été appliquée à la lettre. Je ne parle pas que du régime actuel, je parle de tous les régimes
qui sont passés, tous les gouvernements qui sont passés et qui ont prêté serment sur cette constitution. Dites-moi quel régime a appliqué cette constitution pour qu'aujourd'hui, on en juge de l'inadaptabilité ou de l'inadéquation. Avant de juger de l'inadéquation de quelque chose, moi, je pense qu'il faut d'abord expérimenter cette chose-là. Oui. Et moi, je constate au jour le jour, matin, soir, midi, à chaque fois que je m'élève, je constate des violations flagrantes de cette constitution. Une constitution que, aujourd'hui, on commence maintenant à trouver inadaptée. Moi, je trouve, avant de trouver cette constitution inadaptée, il faut d'abord l'appliquer. Or, je n'ai pas peur de le dire, aucun régime n'a réussi à appliquer cette constitution pour en juger de l'inadaptabilité ou de l'inadéquation. Donc, en soi, la constitution ne pose pas problème. Mais en soi, les textes ne posent pas problème. Ouais. Jacques Njoli l'a dit. Le problème, c'est l'application. Et qui doit appliquer le problème? Lorsque vous brûlez, lorsque vous allumez les feux, il ne faut pas accuser l'allumette. Ouais. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Malheureusement, nos textes sont devenus comme des petits paillassons pour des acteurs politiques. À chaque fois que ça ne les arrange pas, ils se disent non, mais ça bloque le fonctionnement de tout un pays. Mais quand est-ce que vous avez pris le courage de l'appliquer? Vous n'avez jamais pris le courage de l'appliquer. Aujourd'hui, vous parlez de son inadaptabilité. Moi, je trouve que c'est un faux débat. C'est une pire mauvaise foi. Alors, déjà, sur terrain, vous venez donc insister sur les personnes aussi qui doivent appliquer cette constitution, les mêmes personnes peut-être qui, au lieu de se baser ou de se concentrer sur l'application de cette constitution, ce sont eux qui viennent encore pour chercher des voies et moyens pour la changer. Là n'est pas le débat, mais le contexte actuel. Parlons du contexte. Est-ce qu'il est toujours adapté? Les textes là, comme on les voit, quand on parle du contexte, on voit la guerre. On voit un pays aussi. Le pays est toujours en paix. Ben, le pays est déjà en paix. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai en face de moi. La guerre dans la mesure où aujourd'hui, c'est vrai, on parle d'une agression. Il y a les urgences sur lesquelles on doit se focaliser. Au même moment, un cycle électoral s'impose aussi. Ouais. Et pourtant, nous savons tous comment est-ce que ces processus, les cycles électoraux en RDC, il est très coûteux. Alors, est-ce qu'on peut parler des urgences et c'est un peu de voir quelle urgence on peut mettre en avant pour s'y focaliser dans ce sens-là. Est-ce qu'aujourd'hui, entre les élections et la guerre, parce que c'est ça aussi, la Constitution nous oblige d'aller aux élections en 2028. Pendant ce temps, on est en guerre. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Le président Félix Tshisekedi a été élu pendant qu'on était en guerre. Après, pendant qu'on était en guerre, aussi bien en 2018, où Beni et Yumbi, je pense, avaient été écartés, qu'en 2023, lorsqu'il s'est fait réélire, là, ça ne posait pas de problème, mais comme c'est la fin de son mandat, il faut maintenant trouver des excuses pour ne pas aller aux élections. Moi, je pense que ça, c'est un faux débat. Mais la situation a évolué aussi. Mais j'aimerais aujourd'hui que ceux qui défendent mordicus les changements de la Constitution viennent avec les arguments. Je suis prêt à débattre avec tout le monde, y compris avec Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'ils viennent avec les arguments. Qu'ils viennent avec des arguments. Quand même, vous avez eu les Parce que l'argument de dire 20 ans après, la Constitution est devenue désuète et elle n'est plus adaptée à la réalité. Moi, je pense que ça, c'est un faux débat. C'est un faux argument. Un faux argument qui ne tient sur... Ils disent que c'était une Constitution de belligérants. Mais dites-moi une seule disposition de la Constitution des belligérants. Dites-moi une seule disposition de la Constitution qui ressemble à celle des belligérants. Dites-moi. Il n'y en a pas une seule. Voilà pourquoi moi, comme je vous l'ai dit, je suis prêt à débattre avec tout le monde. Que tous ceux qui les turéféraires du changement de la Constitution, qu'ils viennent un à un. Même le président Félix Tshisekedi, j'aimerais que l'on s'asseye, qu'on fasse... Kabouya, alors. J'aimerais que l'on s'asseye avec Augustin Kabouya et qu'il me dise, voilà les arguments qui font qu'aujourd'hui, les changements de la Constitution soient une nécessité pour le développement du pays. Il n'y en a pas. Et encore que, M. Jenin Touani, puisqu'il s'agit de ces débats liés au changement de la Constitution, par quel mécanisme le régime actuel changera la Constitution? Par quel mécanisme? Il n'y a aucune disposition de la Constitution actuelle qui prévoit son propre changement. Il n'y en a pas. L'article 218 sur lequel il se réfère
parle de la révision, avec toutes les modalités et toutes les matières soumises, n'est-ce pas, à cette révision. Oui. Aucune disposition de l'actuelle On Constitution procède au référendum. au référendum, mais après avoir suspendu la Constitution actuelle, je suppose, qui dit suspendre la Constitution actuelle dit illégitimer et illégaliser le pouvoir en place. C'est-à-dire que pour changer l'actuelle Constitution, comme le veut Félix Tshisekedi, il sera en train de faire un coup d'État contre lui-même. Vous avez déjà vu ça dans l'histoire de l'humanité, un président qui fait un coup d'État contre lui-même pour, n'est-ce pas, changer une Constitution, ça n'est jamais arrivé. En des termes institutionnels, ou pour rester beaucoup plus dans la légalité, il fera un coup d'État constitutionnel. Contre lui-même. Et du coup, son pouvoir. Mais il peut faire un coup d'État. Puisqu'il a prêté serment sur cette Constitution. Il peut faire un coup d'État contre lui-même, et c'est lui qui sera le premier bénéficiaire. Comment? De ces mêmes coups d'État. Parce que malheureusement, le peuple congolais est suffisamment dupe pour comprendre. Donc, Félix Tshisekedi, en faisant le coup d'État contre lui-même, ça voudra dire quoi? Ça voudra que les régimes... constitutions, y compris lui comme institution. Comme institution. Oui. Évidemment, il a prêté serment sur cette constitution. Tous les députés ont été, comment dirais-je, ils ont été élus sur cette constitution. Ils ont d'ailleurs été installés sur cette constitution. Même la Cour constitutionnelle tombe. Vous imaginez, donc on sera en train d'être dirigé par un régime de fait qui n'est pas du tout différent d'un régime de putschistes qui vient de prendre le pouvoir. Mais pendant cette période-là, comme ce qui s'est passé, c'est un peu comme, c'est ça. C'est comme une rébellion. Des faits. Oui. Ça sera comme une rébellion. Donc Félix Tshisekedi deviendra rebelle dans son propre pays contre lui-même pour changer la constitution. Juste une transition. Pendant cette transition, non mais pendant cette transition-là, pendant cette transition-là, de gérer. Et ne vous en faites pas. Et qui lui donnera ces pouvoirs-là de gérer pendant cette transition-là? Avec les arguments de dire, voilà, il y a des dispositions de cette même constitution qui disent le président de la République. Mais cette constitution sera déjà suspendue. On ne peut pas remplacer une constitution par une autre pendant que la précédente constitution ne prévoit pas les mécanismes de son changement. Alors, on se basera sur quoi exactement? C'est ça ma question. Ça peut faire matière à réflexion dans un dialogue intercongolais. Peut-être que comme après la crise de 90, sous sous Joseph Désiré Mobutu, lorsque on avait mis sur place une sorte de constitution de transition, quelques textes de transition avec la conférence nationale souveraine, peut-être qu'on peut passer par là. C'est-à-dire, on organise les dialogues. Là, je suis en train de donner un secret à Augustin Kabouya et tous les autres. Parce qu'ils ne savent pas expliquer ça. Ils peuvent passer à minima par un dialogue. Les Congolais se mettent d'accord. On se dit, bon, on suspend l'actuelle constitution, encore qu'aucun opposant n'acceptera ça. On suspend l'actuelle constitution, puis on passe par une transition qui sera présidée par Félix Tshisekedi. 5 ans. Minimum. 5 ans ou 3 ans, peu importe. Moi, j'essaie juste de réfléchir sur les cadres légaux. 3 ans, faire les référendums, les élections, 3 ans. C'est ça. Moi, j'essaie juste de trouver une formule légalement réfléchie pour passer d'une constitution à une autre, puisque l'actuelle constitution ne prévoit pas ça. Et donc, ils peuvent se mettre d'accord politiquement. Là, il s'agit maintenant des manœuvres politiques. Mais ça fait partie des vides aussi de cette constitution. Pourquoi tout ça? Parce que c'est il faut tenir compte des caprices. J'en reviens maintenant au contexte, à l'exposé des motifs de la Constitution de 2006. Oui. Qu'est-ce dit l'exposé des motifs de la Constitution de 2006? Puisque la Constitution de 2006, il s'avère qu'elle avait mis beaucoup de verrous. Oui. Pourquoi elle avait mis beaucoup de verrous, beaucoup de barbelés sur certaines valeurs dont le mandat... Les matières qui ne peuvent pas... Voilà, les matières verrouillées, comme on les appelait. Pourquoi la Constitution de 2006, celle qui est en cours légal en République démocratique du Congo, avait mis autant de barbelés? C'était justement pour éviter les affres des velléités ou disons de la boulimie politique de politiciens dans l'époque. Ça ne suffit pas. Les politiciens dans l'époque qui avaient un tel appétit que si on laissait une brèche au changement de la Constitution de 2006, je vous assure qu'on ne l'aurait plus.
à l'heure actuelle. Et donc, connaissant très bien les comportements de l'homme politique congolais, cette constitution est venue verrouiller et limiter, n'est-ce pas, ses dégâts. Voilà pourquoi aujourd'hui, et d'ailleurs c'est là que j'ai rejoint Olivier Kamitatou, comme aujourd'hui, le régime actuel se sent finalement, comment dirais-je, cadenassé par cette constitution, ce qui est d'ailleurs normal, puisque la constitution est faite, n'est-ce pas, pour limiter l'action politique, pour limiter les dégâts de l'action politique. Comme aujourd'hui, les politiciens actuels qui gouvernent la RDC se sentent maintenant limités dans leur action, dans leur bavure par cette constitution, eh bien, ils trouvent que c'est une constitution qui n'est plus adaptée. Mais c'est normal, c'est normal qu'une loi, c'est normal qu'une loi puisse arrêter l'action ou les dérives de l'action politique. C'est normal. C'est normal qu'aujourd'hui, le pouvoir en place se dise, bon, nous sommes à la fin de notre mandat, on n'a pas bien dirigé ou on aimerait bien diriger, mais la loi est dure, mais c'est la loi. C'est normal que la loi soit dure, c'est normal que la constitution soit dure. Et donc, moi, je ne comprends pas aujourd'hui que soudainement, la constitution Ne voyez-vous pas un forcing? Mais c'est un forcing qu'ils sont en train de tenter. Ouais. Encore que c'est un forcing irréfléchi. Parce que moi, j'aurais aimé qu'ils nous disent... Non, mais... Aucune pression. S'il vous plaît. Aucune pression. Mais non seulement au sein de l'opinion, la population, vous-même, vous savez, elle est ce qu'elle est, la population congolaise. On n'a pas une opposition aussi très, très farouche. Peut-être, voilà pourquoi j'aimerais même poser cette question, avec cette rébellion aujourd'hui de la FCM 23. On vient de passer tout un an, 2025, sans attendre un mot sur ces projets-là de la Constitution. Nous savons tous. C'est en 2025 que Goma est tombé, c'est en 2025 que Bukavu est tombé, c'est en 2025 qu'on a vu une progression aussi délirante de la FCM 23. Et ce débat n'a pas été abordé. Mais aujourd'hui, comme il y a les choses, donc on s'habitue déjà à la situation, on n'assiste plus à des avancées de la FCM 23 comme c'est fait en 2025, on revient encore avec ces débats, surtout qu'on est en 2026, d'ici là, ça sera 2028. Donc il faut encore réactiver ces débats et voir qu'est-ce qui peut être fait. Alors, oui, le forcing qui est là, mais on n'a pas une opposition sur les plans, donc une opposition non armée qui peut faire face, une population aussi qui peut descendre dans la rue pour contester. On n'a pas cette population, je ne sais pas si c'est un problème d'éducation ou quoi, mais on n'en a pas cette population aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, vous le voyez. Alors, la rébellion, elle est en train maintenant de nous dire, voilà, c'est grâce à nous que la constitution n'a pas été changée. Voilà une autre raison aussi développée par la rébellion. Moi, je pense que le président Félix Tshisekedi est en train, sans le savoir ou en toute ignorance, de légitimer la prise d'armes de l'AFCM 23. Pourquoi? Parce que parmi les revendications initiales, je ne sais pas si vous vous en rappelez, de l'AFCM 23, il n'y avait pas il n'y avait pas dans leur cahier de charge ou dans leurs différentes revendications la non-violation ou le non-changement de la Constitution. Ça n'existait pas. Tout à fait. Ce n'est que après les discours de Félix Tshisekedi à Lubumbashi, je pense, lorsqu'il disait que personne ne pouvait l'arrêter ou personne ne pouvait l'empêcher le fameux qui peut m'interdire, que l'AFCM 23 a finalement inclus dans son cahier des charges cette question-là liée au changement de la Constitution. Et du coup, la FCM 23 a avancé. Et elle s'en est donné, disons, les arguments. Félix Tshisekedi leur a donné des arguments pour avancer. Et aujourd'hui, comme vous venez de le dire, pendant toute la prouesse de la FCM 23, cette question-là a été, n'est-ce pas, renfouie. C'est une question qui a été abandonnée et il a fallu attendre le 20e anniversaire pour que finalement, des têtes commencent à ressurgir une fois de plus. Willy Michiki, d'autres, André Mbata, les professeurs, très regretté professeur. Je ne me situe plus dans tout ce qu'il dit. C'est votre opinion. Ben oui, justement, je ne me situe plus. J'espère que je ne suis pas les seuls. Non, il est libre aussi d'avoir une opinion. Non, il n'est pas libre de dire des bêtises.
un professeur n'est pas libre de dire des Mais bêtises. pourquoi? Mais il est libre, Quand on il parle est, du il est, changement de dit- la Constitution, non, mais pour vous, ce sont des bêtises. il est libre d'émettre un point de vue, mais il n'est pas libre de proférer des bêtises. Il n'est Ou pas libre. Non, d'avoir la mais raison. un scientifique n'a pas ce droit-là. C'est un droit qui n'est pas reconnu à un scientifique. Oui. J'aimerais bien Et c'est que... quoi un professeur? Des sur quoi un professeur d'université, du domaine en plus qu'il s'agit du droit. Constitutionnaliste, puisqu'il s'agit du droit. J'aimerais aujourd'hui que le professeur André Mbata vienne avec des arguments et qui ne se limite pas seulement parce qu'il a tenu la Constitution sous Kabila. Il a tenu une conférence. Hein. C'est pas. Bah oui, c'était une conférence. Je vous dis, c'est une conférence. Il faisait partie d'un panel. Un panel. Il a fait une intervention de plus de 20 minutes, alors vide, creuse, d'une exécrabilité. Non, mais moi, inimaginable. Comment? Parce que, oui, son seul argument, c'est quoi? La Constitution est déjà vieille, 20 ans. L'argument d'un professeur d'université, pourquoi ne pas la changer? La Constitution des siècles et des siècles. Des siècles et des siècles. Aux États-Unis. La Constitution des États-Unis. Les gens peuvent nous dire les réalités congolaises ne sont pas les mêmes. Et c'était justement ça l'intelligence. Allez en France, c'est les mêmes modèles. Et c'était justement ça l'intelligence du constituant congolais en plaçant les barbelés dans cette constitution-là, en limitant les mandats. En rendant, n'est-ce pas, le mandat, la disposition sur les mandats, comment dirais-je, verrouillé. C'était ça son intelligence. Et qu'aujourd'hui, on vienne, puisque le pouvoir est en train de tendre vers la fin, qu'on nous dise que cette constitution n'est plus adaptée. Mais on discute, voilà, soyons pratiques. Nous discutons avec l'AFCM 23 à Doha. N'est-ce pas? On est en train d'entrevoir un dialogue inclusif, intercongolais. Si une fois on arrive à calmer les esprits, surtout stopper cette avancée de l'AFCM 23, dans le dialogue, on peut trouver un compromis à la congolaise, c'est possible. Qu'on obtienne une transition avec Félix Tshisekedi à sa tête, là, ne voyez-vous pas qu'on sera en train de laisser maintenant les boulevards à Félix Tshisekedi pour enfin mettre en place une commission, il peut le faire. Et peut-être des rébellions ne vont pas. Pendant la période de transition, c'est très difficile. Pas pendant la période de transition, pas pendant la période de transition, mais juste à la fin, lorsqu'il verra que oui, il y a des compromis, il y a c'est à quoi on s'est fixé tous des préalables avec les gens dans les dialogues, c'est possible. Mais après, il peut aussi arriver à changer les choses parce que lui, il avait promis de mettre en place une commission en 2025. Et qu'est-ce qu'il avait retardé? C'est l'avancée du M23. Voilà. Alors avec le dialogue aujourd'hui, on discute, non, avec les processus de Doha, on discute avec l'AFCM 23. Et si on arrive à répondre aux exigences, pas toutes, mais quelques exigences de l'AFCM 23, facilement, on pourra aussi avancer dans ces projets-là. Donc vous imaginez que du fait, n'est-ce pas, des accords de pourparlers de Doha. Pourparlers, ça peut calmer un tout petit peu les esprits des uns des autres. Félix Tshisekedi peut se mettre l'AFCM 23 dans la poche. Bon, pas forcément se mettre... À moins que l'AFCM 23 n'ait des revendications que... voilà, parcellaires, tout ça, et que ce ne soit pas des revendications vraiment profondes, puisque parmi les revendications phares de l'AFCM 23, il y a notamment ce non-changement de la Constitution. Et donc, moi, je ne vois pas comment, du fait d'un dialogue... C'est une façon d'actualiser. Ils avaient aussi actualisé, mais dès le départ... Mais dès le départ, le projet, c'était de faire sauter Félix Tshisekedi du pouvoir. Tout ça. Et donc, comme 2028 approche, moi, je pense qu'ils se disent là où ils sont, bon, de toute façon, il va partir dans quelques mois. Mais vous voyez, Félix Tshisekedi aller au-delà de 2028, toujours au pouvoir. Avec des concessions, bien évidemment. Avec des concessions. Et ce qui peut le sauver, malheureusement, c'est ce qui... C'est ça aussi. Là, il sera président de la République. Mais toute transition est suivie de différentes indications. Des différentes indications politiques. Par exemple, la transition. La transition a d'abord pour priorité. Un régime transitoire a d'abord pour priorité de rétablir l'ordre constitutionnel. Voilà. Rétablir l'ordre constitutionnel, ça veut dire quoi? Organiser les élections. Voilà. Et donc, ce sera le seul objectif, la seule mission qui sera donnée à Félix Tshisekedi pendant cette période de transition-là, s'il en veut bien évidemment. S'il veut des transitions, s'il ne veut pas, 2028, il peut déjà
partir. Donc, indirectement, on peut dire que ce dialogue n'a rien à voir avec... Non, mais il n'a rien à voir. Non, mais il n'a c'est rien à aussi dans voir. les Moi, je ne vois pas, pays, la moi, guerre, moi, je tout ne vois ça. pas, moi, je ne vois pas les Congolais de l'opposition, tout comme de la société civile, qui peuvent aller devant Félix Tshisekedi et céder face à ses velléités de changer la constitution. Puisque à qui ça profiterait? À qui ça profiterait? À lui-même, pas aux autres. Mais Puisque aujourd'hui, si on déverrouille ces dispositions liées au nombre de mandats, il se représentera et on sait tous que les élections, il y aura un saupoudrage d'élections et il sera une nouvelle fois élu. On n'organise pas les élections pour les perdre. Donc personne n'admettra que Félix Tshisekedi puisse changer la constitution. Voilà, personne n'en admettra. Mais avec la transition, tout peut arriver aussi. Hein. Peut-être revoir à zéro ces deux mandats. Pourquoi pas? C'est impossible. Ça peut aussi tourner autour de ça parce que nous sommes avec la transition, on comprend tous qu'on ne sera plus dans l'ordre. La transition déjà, pour qu'il l'ait. Elle est extrait constitutionnel. Pour qu'il ait cette transition, pour que Félix Tshisekedi l'ait, il devra faire des concessions. Il devra donner des garanties. Comme Joseph Kabila après les accords de la Saint-Sylvestre. Il avait donné des garanties en disant qu'il ne se représentera pas. Et voilà pourquoi il avait conduit la transition jusqu'à l'organisation et à l'élection du nouveau président de la République. Je comprends. Et donc, ça sera la même chose. Pour que Félix Tshisekedi ait droit à une transition, il devra donner la garantie de ne plus se représenter. Voilà, disons quelques messages. Quelques messages parce qu'on est déjà à la fin. Bonsoir depuis... donc, j'ai déjà lu ces messages de Pascal Lochito. Bonjour, il y a Papa Chamboui qui nous a écrit aussi. Alors, une question très importante de John Lubachi. Quand vous parlez, c'est comme en 2006, lors du changement de la Constitution, Joseph Kabila, lui aussi, aurait fait les coups d'État. En 2006, il n'y avait pas de changement avant de constitution. 2006, il n'y avait pas de constitution. Il y a une transition de plus de 20 ans. Non, transition de 5 ans. Avant, puisque avec Joseph Kabila à la tête. Avec Joseph Kabila à la tête. Parce que moi, je pars de l'hypothèse que la transition est partie de 1990. Donc, la longue transition là qui s'est étalée quasiment de 90 à 2006. Mais c'est pas aussi avec les mêmes textes. Parce que rappelez-vous, avec Mouzé, il y avait une forte pression, surtout d'une certaine opposition, la société civile, pour que Mouzé applique les résolutions ici du Conseil national souverain. Bon, de la conférence nationale souveraine plutôt, sans succès. Et Joseph Kabila est venu. Joseph Kabila a trouvé aussi une certaine, je dirais, une légitimité avec tout ce qu'il y a eu dans les accords, Sun City, tout ça, et une transition de 2001 jusqu'en 2006. Voilà la transition pour Joseph Kabila. Il n'y avait pas donc de constitution. Il n'y avait rien, il n'avait rien changé. Il n'y avait pas. Donc, au contraire, il avait doté la RDC d'une nouvelle constitution. Voilà pourquoi. Une constitution modifiée. Qui a débouché par une révision. Parce qu'une révision, c'est une modification. Oui. N'est-ce pas? Mais dans celle-là, pour ce qui concerne la constitution de 2006, que Joseph Kabila a fait en 2011, a promulgué. Oui. Moi, je parle de 2006. Il avait promulgué en 2006. Oui. Il ne s'agissait pas d'une modification ou d'une révision. Il s'agissait d'une nouvelle constitution. Donc, il y avait un constituant originaire. Mais une constitution que Kabila avait modifiée partiellement. En 2011. Voilà, il avait modifié partiellement. Mais quand on parle d'un changement de la constitution, c'est une modification. Il avait modifié notamment le débat contradictoire avant les élections. Oui, les deux tours, tout ça. Mais quand on parle d'une modification totale, là, c'est on fait allusion au constituant originaire. Ah, voilà. C'est lui qui écrit les collèges des constituants. Il y a une commission, ne vous en faites. Peut-être André Mbata préside. Peut-être il en fait partie. Les Peter Kazadi. Tout ce monde-là, dans cette commission. C'est terrible. Que les chefs de l'État comptaient déjà mettre sur pied en 2025. Malheureusement, on est en 2026 déjà, je tiens à rappeler. Gaëtan Kombi, merci. Merci beaucoup, cher Jenny. Les actus chaudes sur Web Info, mesdames et messieurs, on est donc à la fin. Merci à Thomas Zawadi qui nous a réalisé. Ça n'a pas été aussi facile, vous-même vous avez compris.
cette matière, ça fait toujours débat. Je sais que vous allez commenter, vous allez prendre des extraits comme toujours, balancer ça, il n'y a pas de souci. Mais nous, on ne fait qu'analyser, on ne fait qu'aussi prévoir aussi la suite des événements. C'est ça aussi. C'est pas donné à tout le monde. Nous, quand on les fait, c'est parce qu'on a pris aussi, on a répondu à un critérium aussi bien déterminé pour y arriver. Alors, si vous voulez le faire aussi, rassurez-vous que les mêmes critériums, vous avez répondu aussi à ces critériums pour bien les faire. Mais quand même, commentez, Webinfo, vous avez la parole, donc commentez, partagez, analysez, ou même fait aimer, c'est possible. Abonnez-vous si c'est la première fois pour vous de nous suivre. N'hésitez pas aussi d'activer la cloche de notification qui vous permettra de nous suivre à chaque instant. À tout moment, lorsqu'il y aura de nouvelles productions, vous serez les premiers à être alertés. Bonne suite du temps chez vous, mesdames et messieurs. On est ensemble.